Bonjour à tous, bienvenue à la librairie Kléber. Alors nous allons vous présenter aujourd'hui un livre sur De Gaulle, car l'année 2020 marque un triple anniversaire pour le général de Gaulle. Tout d'abord le 130e anniversaire de sa naissance, le 50e anniversaire de sa mort et le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, il sera question de Gaulle et l'Est, donc grosso modo l'actuelle région Grand Est. Et c'est vous, Frédéric Naudufour, qui avez eu l'idée de nous raconter ses affinités familiales, politiques, spirituelles avec l'Est de la France. Vous êtes historienne, spécialiste du général de Gaulle, puisque vous avez été chargée de recherche à la Fondation Charles de Gaulle, commissaire de l'exposition du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises et conservatrice de la Boisserie, donc la demeure familiale, on verra, du général de Gaulle jusqu'en 2009. Vous avez consacré plusieurs ouvrages au général ainsi qu'à Yvonne et à Geneviève de Gaulle. Alors vous signez donc ce très bel ouvrage de Gaulle aime l'Est, publié aux éditions de la Nuée Bleue, et qui retrace méticuleusement les liens imaginaires et réels, dites-vous, tissés par le général de Gaulle avec notre région Grand Est. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre ? Je crois que c'est le fait d'avoir longtemps vécu dans l'Est, d'avoir découvert le général de Gaulle à travers la terre de Colombey, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et à force de sillonner cette région et à force de sillonner intellectuellement l'œuvre du général de Gaulle, j'ai fini par me rendre compte de manière vraiment prégnante qu'il y avait une sorte de parenté, de familiarité entre ce personnage qui est pas facile d'accès, qui est très corseté, un peu austère d'apparence, et cette région avec ses grands paysages, mais aussi avec tout son poids historique, avec son aspect très ancien, avec ces histoires des foires de Champagne, mais aussi des invasions, des guerres du XXe siècle. Et donc cette ressemblance-là m'a paru être un aspect intéressant, à la fois pour mieux connaître le général de Gaulle, avec un angle qui est inhabituel, parce qu'on a l'habitude de l'aborder par sa politique étrangère ou bien par ses choix économiques, qu'importe. Mais là, l'aborder par un critère géographique, ça m'a paru très intéressant pour mieux percevoir quelle était sa personnalité. Et en retour, je trouve que ça offre aussi un portrait gracieux, un portrait riche de cette région que les gens ne connaissent pas toujours bien. Oui, alors c'est très étonnant parce que Charles de Gaulle donc, est né dans le Nord et c'est pourtant par l'Est qu'il se sent attiré par une sorte d'affinité élective, car l'Est, dites-vous, représente une France éternelle pour lui. Oui, alors c'est vrai, il ne faut quand même pas ôter à la région du Nord le fait qu'elle est la région maternelle de Charles de Gaulle. Et d'ailleurs, les points communs sont également nombreux entre cette région du Nord, où les gens sont réputés chaleureux, travailleurs, forts en amitié. Et on trouve ces choses-là également dans l'Est. Mais il est attiré par l'Est de la France pour un ensemble de raisons qui tiennent essentiellement à son éducation. Donc il ne faut jamais oublier que De Gaulle est un homme du XIXe siècle. Il a été éduqué à une époque où l'Alsace et une partie de la Lorraine n'étaient plus sur le territoire français. C'était les provinces perdues. C'était les provinces perdues. Il est de cette génération des provinces perdues. Il est de cette génération de la ligne bleue des Vosges qu'on regarde avec nostalgie. Et il grandit dans cette culture très traumatisante de la perte du territoire, mais aussi de la défaite. Et le fait qu'il se dirige vers la carrière des armes, alors que sa famille n'est absolument pas une famille de militaires, déjà ça en dit long sur la manière dont ça le touche et dans la manière dont il se sent responsable d'une certaine façon de la défense de son pays. Et si je dis ça, c'est que en tant que militaire, en tant qu'officier, il est conscient très rapidement que l'Est de la France représente le maillon faible, le point faible de la défense du territoire. Et dans ses ouvrages, il consacre de longs passages qui sont passionnants parce que Charles de Gaulle, en plus d'être un officier et un historien, il s'y comporte comme un géographe. Il connaît jusqu'à la géologie de cette région.
Oui, d'ailleurs, il dit la politique, enfin, il cite plutôt Napoléon en disant la politique d'un État est dans sa géographie. Alors, c'est vrai que ça résonne chez lui. Et il cite ça souvent car ça reflète sa propre conception des enjeux nationaux. Et c'est vrai qu'il faut se replacer, oui, dans le contexte de l'époque, ce que vous disiez. Hein. Il faut se replacer dans le contexte, dans l'état d'esprit d'un militaire qui pense donc de manière stratégique. Et effectivement, la politique de l'État, elle est dans sa géographie. On le voit avec De Gaulle à de nombreuses reprises. Si on prend l'entre-deux-guerres, pour lui, la ligne Maginot est une aberration, puisqu'elle ne tient pas compte de la géographie, et notamment, elle ne tient pas compte du fait qu'il y a les Ardennes par où les chars peuvent passer, elle ne tient pas compte de la Belgique. De Gaulle a une conception radicalement différente, qui consiste à non pas défendre l'indéfendable, mais bien plutôt à porter l'attaque au-delà de la frontière grâce à l'outil blindé. Et cette conception que la politique d'un État est dans sa géographie, on la retrouve le 18 juin, puisqu'on n'est pas loin de cette commémoration. Lorsqu'il prononce cet appel du 18 juin, la base de sa pensée, c'est de dire que certes la bataille est perdue sur le sol hexagonal, mais qu'en revanche, la France, c'est une toute autre géographie, c'est une géographie mondiale avec des colonies, notamment en Afrique, et que c'est là que le combat peut continuer. Donc il a toujours cette vision géopolitique, cette vision mondiale et cette vision du territoire qui l'imprègne. Alors justement, l'Est va devenir une terre de combat. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, puisque lui-même sera donc dans les tranchées de Verdun, et ça, ce sera un épisode extrêmement marquant parce qu'il est blessé, fait prisonnier par les Allemands, et vous dites que c'est une date aussi déterminante que celle finalement du 18 juin 40. Oui, c'est une date, cette date du 2 mars 1916 que personne ne connaît aujourd'hui, oui. Et pour cause non, mais parce qu'elle n'a pas marqué l'histoire. De Gaulle est alors un inconnu, il est capitaine à la tête d'une compagnie dans le village de Douaumont en ruine. Bon, il est fait prisonnier. Et cette date, elle est aussi déterminante que le 18 juin, à mes yeux, parce que sans ce 2 mars 1916, il n'y aurait pas eu de 18 juin. C'est un raccourci un petit peu brutal, mais si De Gaulle n'avait pas subi l'emprisonnement, l'humiliation terrible en tant qu'officier de ne plus pouvoir combattre, très certainement ses dispositions d'esprit, sa combativité, son refus absolu de baisser les armes et de rendre les armes en cas de défaite, tout ça n'aurait pas existé à ce point-là. Donc c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, et ça s'est joué dans l'Est. Donc c'est vrai que le premier véritable contact de Gaulle avec l'Est, c'est un contact très douloureux, c'est un contact qui se fait dans les tranchées, à Ménil-les-Hurlus, qui est une véritable boucherie en 1915, et ensuite dans le grand chaudron de Verdun, qui est quand même la bataille emblématique du XXe siècle, à laquelle il participe. Et ça aussi, c'est très important pour la suite. Et oui, donc vous pensez que c'est vraiment ça qui a façonné l'homme de 1940, c'est ce vécu-là, cette expérience-là, tragique? Je pense que ça l'a forgé par différents aspects. Le premier aspect, c'est que, étant fait prisonnier, il va avoir tout le loisir, pendant son emprisonnement, évidemment, à part s'évader, il n'a pas grand-chose d'autre à faire, de réfléchir, de lire et de comprendre à quel point les choix du haut commandement ont été erronés. Et donc, il y a toute une phase de prise de conscience en 1916-1917 où il devient extrêmement critique avec le haut commandement, et notamment avec la boucherie de ces soldats qu'on envoie au sacrifice sans aucune utilité. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est qu'en 1917, la rébellion commence à poindre en lui. Donc ça, c'est la première chose sans laquelle il n'y aurait pas eu de 18 juin 40. Et la seconde chose, c'est, comme je le disais, cette humiliation de ne plus pouvoir combattre, et qui fait qu'en 40, pour lui, il est inadmissible de déposer les armes tant qu'on n'a pas essayé toutes les méthodes pour l'emporter. Et la troisième chose qui est déterminante, mais au point qu'on se croirait presque dans un drame antique parfait, c'est la relation avec Pétain. Puisque Pétain est le vainqueur de Verdun, le héros de Verdun, celui qui va permettre de gagner la bataille, il va en tirer son bâton de maréchal. S'il est rappelé en 1940 à la tête du gouvernement, c'est en grande partie au nom de cette victoire, parce qu'on se dit, voilà, c'est le recours, il nous a sauvés une fois, il va encore une fois sauver la situation. Or, c'est lui, le vainqueur de Verdun, qui s'engouffre dans la honte de l'armistice,
tandis que le De Gaulle, qui n'était rien en 1916, mais qui portait encore en lui cette humiliation, est, face à Pétain, contre Pétain, celui qui revendique que la bataille n'est pas perdue. Alors justement, en septembre 1939, De Gaulle donc rejoint l'état-major de la 5e armée à Wangenbourg, voilà, en Alsace. Et à cette époque-là, il est logé chez les Rèbres. C'est une anecdote que vous racontez. Et cette période va le sensibiliser au drame de l'Alsace-Moselle. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, parce qu'il va vivre en effet pendant de longs mois, donc de septembre 1939 à mai 1940, dans le petit village de Wangenbourg, qui est d'ailleurs un endroit absolument magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les encourage à aller se promener autour des châteaux de Wangenbourg. Donc il est là, pas du tout pour faire du tourisme, bien entendu, mais pour préparer, on est en guerre, pour préparer ses chars. Et il va s'y employer, trouver des terrains de manœuvre, trouver des chars, trouver le moyen de transporter ses chars, trouver du carburant, et il va les entraîner dans des sites à proximité de Wangenbourg, notamment à Blamont et à Götzenbrück. Et il vit chez l'habitant, puisque Wangenbourg n'est absolument pas une base militaire. Il n'y a pas d'endroit où loger tous ces officiers de l'état-major, donc ils sont chez l'habitant. Il est chez une famille alsacienne, les Rèbres, en effet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Monsieur Rèbre, ils parlent et ils ont un passé commun, c'est qu'ils ont tous les deux participé à la Première Guerre mondiale. Mais pas du même côté. Mais pas dans le même camp. Et pour De Gaulle, c'est très intéressant de parler avec un Français qui, du fait de la première annexion, a été combattre dans l'armée allemande. Donc ça, c'est un premier contact très important qui permet aussi de comprendre pourquoi De Gaulle va avoir par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, une position assez compréhensive vis-à-vis du drame des malgré nous. On peut mettre ces deux éléments en parallèle. Il y a une photo d'ailleurs de Gaulle, page 93, si je vois bien. Oui, page 93. Où on le voit présenter ses chars lors du champ de manœuvre à Götzenbrück. Voilà, oui, c'est une photo très célèbre avec le président Albert Lebrun. Avec Lebrun, voilà, où il lui présente les chars. On est en, je ne sais plus la date exacte, voilà, on est 23 octobre 39. Ouais. Le président a fait le déplacement pour voir ses chars. On voit De Gaulle avec son casque, ce qui nous indique d'ailleurs que, contrairement à certains officiers, il montait vraiment dans le char. Oui. Il participait, il mettait les mains dans le. C'était pas juste pour la parade. C'était pas juste pour la parade. Ouais. Mais il est déjà trop tard. C'est-à-dire que toutes les démarches, toute la volonté de Gaulle ne suffisent plus à cette date-là à influencer ou à infléchir les choix stratégiques du commandement français. Alors, donc un petit peu plus tard, on va continuer sur l'aspect terre de combat, là, pour le coup. De septembre 44 à février 45, De Gaulle a une obsession, c'est libérer l'Est. Et il va peser de tout son poids auprès des Alliés, parce que ce n'était pas la stratégie des Alliés de d'abord libérer l'Est de la France. En effet, être allié, ça signifie avoir un but final commun, en l'occurrence terrasser l'Allemagne nazie, mais pour parvenir à ce but, chacun a ensuite des intérêts extrêmement divergents, enfin souvent divergents, et pour les alliés anglo-saxons, le but c'est vraiment d'envahir le plus rapidement possible le territoire allemand et de faire disparaître le régime nazi. Et par conséquent, tout ce qui ne rentre pas dans cette perspective-là leur paraît une perte de temps, une perte de moyens humains, une perte de moyens logistiques, ce qui peut tout à fait se comprendre d'un point de vue militaire, sauf que du point de vue français et du point de vue de De Gaulle, les enjeux sont radicalement différents. Dans le cas de De Gaulle, il s'agit de libérer un territoire et il s'agit de montrer que la France se préoccupe vraiment au plus haut point des terres qui ont été annexées pendant la guerre. C'est donc un enjeu politique, tandis que les Alliés ont un enjeu avant tout militaire. Et De Gaulle est suffisamment militaire pour savoir que parfois les victoires et les batailles décisives ont aussi un rôle politique très important. L'Alsace et la Moselle représentent un enjeu fondamental, d'abord parce que ces terres ont été annexées de fait, mais aussi parce que lorsque Leclerc a remporté ses premières batailles en Afrique, il a prêté ce serment de Koufra en jurant de ne déposer les armes que lorsque le drapeau tricolore flotterait de nouveau à Strasbourg. Donc cette cathédrale de Strasbourg est devenue un espèce d'enjeu symbolique très important, à la fois pour les Français et pour les Allemands.
Et il est hors de question pour De Gaulle de laisser tomber cet objectif. Aussi, après la libération de Strasbourg, fin novembre 1944, lorsque on arrive plus tard dans l'année, vers décembre, et que Hitler lance une vaste contre-offensive dans les Ardennes et sur toute une partie de l'Est, les Américains décident, pour empêcher cette invasion dans les Ardennes, de retirer leurs troupes de Strasbourg pour les porter à l'aide à un autre endroit. Et pour De Gaulle, c'est juste inadmissible, parce que ça signifie, bien entendu, que les troupes nazies reviennent en Alsace, bien sûr. et que tous ceux qui, symboliquement, puis même pour les gens sur place, ça aurait été évidemment. Donc du coup, il va peser de tout son poids. Et là, c'est vrai que c'est moins connu également que l'appel du 18 juin, mais c'est un acte politique vraiment fondamental, parce que c'est sa voix qui a fini par l'emporter, avec l'appui de Churchill, auprès du président américain et du chef des troupes américaines, Eisenhower. Et les Strasbourgeois et les Alsaciens vont lui en être très reconnaissants pour le coup. Oui, je pense qu'une partie de l'affection que les Alsaciens portent à De Gaulle, une partie de cet enthousiasme qu'on a constaté dans le territoire lorsqu'il s'est rendu en visite par la suite, vient de cet épisode-là et du fait qu'il n'ait pas cédé une fois de plus devant l'histoire. Alors donc c'est l'Est terre de combat pour De Gaulle, mais l'Est a aussi une place à part dans son imaginaire. Et il y a des figures légendaires qui le marquent, comme Jeanne d'Arc. Alors ça, là j'étais épatée. Jeanne d'Arc. Alors évidemment Jeanne la Lorraine, puisqu'elle est née à Domrémy, elle a grandi à Domrémy, petit village des Vosges. Et ça aussi, ça a son importance pour De Gaulle. Bien sûr, parce que De Gaulle est à la fois donc un militaire, on l'a vu, un combattant, mais c'est aussi un rêveur de la France. Et dans la première page de ses mémoires de guerre, il décrit la France comme une Madone à la fresque des murs. C'est dire un petit peu comment il voit ce pays, une créature sortie d'une légende. Donc pour lui, la France est une légende. La France est une femme, puisqu'il dit une Madone, une sainte, parce qu'une Madone, ça a un côté aussi très, très saint. Et puis, Jeanne d'Arc, dans ce dispositif, elle joue un rôle très important, parce qu'elle aussi, elle est une légende, elle aussi, elle est une femme, et elle aussi, surtout, elle est intervenue à un moment critique de l'histoire de France, contre tout le monde, contre les hommes, contre l'Église, contre l'armée, et elle a eu que sa propre force pour essayer de l'emporter et de faire couronner son roi et défendre la patrie contre l'occupant anglais. Donc pour De Gaulle, c'est une figure emblématique de cet engagement. Et à tel point ce qui est très amusant, c'est qu'il va être caricaturé à de nombreuses reprises comme étant Jeanne d'Arc, parce que finalement, son appel du 18 juin, c'est un petit peu dans la même veine. Tout d'un coup, comme s'il avait été pris par des voix, et c'était ces voix intérieures qu'il portait depuis longtemps en lui, il se lance dans une action complètement, mais invraisemblable. Personne ne pouvait imaginer que ça allait marcher, son coup du 18 juin. Donc, il est comparé à Jeanne d'Arc, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'évidemment, il exaspère les Alliés avec ses grandes idées et son inflexibilité dès qu'on touche à la grandeur de la France, tant et si bien que le président américain Roosevelt le dit, il se prend pour Jeanne d'Arc. Il se prend pour Jeanne d'Arc, absolument. Oui, oui. Et alors De Gaulle a cette réplique quand même qui est extraordinaire. Il dit, je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc, je me prends pour le général de Gaulle. C'est quand même, voilà. En toute simplicité. En toute simplicité. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un épisode que je ne connaissais pas en tout cas et qui montre effectivement une autre dimension encore de ce personnage. Alors il y a évidemment l'Est, terre de famille. Avec des ancêtres originaires donc de Chalon-sur-Marne et du pays de Bade. Parce que De Gaulle, vous le disiez, c'était un homme du 19e siècle et il parlait allemand. Il a appris l'allemand pour lire la littérature allemande. Donc il y avait aussi cet attachement-là. Alors il y a l'ancrage ensuite de la famille d'Yvonne qu'il va épouser en 1921. Et là, il y a une propriété familiale dans les Ardennes, au château de Septfontaine. Et il y a une très très belle photo d'ailleurs dans l'ouvrage. Et puis plus tard, il y aura l'achat de la boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, qui va devenir la demeure familiale. Mais ce sera beaucoup plus que ça, finalement, Colombey-les-Deux-Églises. Bien sûr. Alors là, on voit la photo de Septfontaine qui est délicieuse parce qu'elle a un charme d'antan. C'est une photo des années 30.
où on voit toute cette famille de la très très grande bourgeoisie posée sur le perron du château, qui est un magnifique édifice. Et on voit De Gaulle qui est assis un petit peu maussade, on dirait, dans cette liesse familiale. Et Yvonne De Gaulle est debout, adossée à la rampe. Elle a une coupe à la garçonne, un petit peu. Elle est très jolie, ce qui permet de se souvenir que dans sa jeunesse, c'était une belle femme et non pas la femme qu'on a connue à la fin de la Ve République, plus vieillie. Et elle tient dans ses mains les pieds d'un bébé qui, à mon avis, est Elisabeth, sa fille, qui vient de naître en 1924. Donc c'est une photo qui parle d'un autre temps révolu, d'un espèce de bonheur suranné. Voilà. Mais en effet, ce château de Cette-Fontaine dans les Ardennes, où De Gaulle passe des vacances dans les années 30, va être remplacé pour sa famille, la famille qu'il forme avec Yvonne et leurs 3 enfants, par la maison de Colombey-les-Deux-Églises, qu'il achète en 1934, qu'il achète en viager à une dame qui va avoir la bonne idée, si on peut dire, de mourir l'année suivante. Donc c'était une bonne affaire finalement. Et cette maison, en effet, comme vous le disiez, elle est bien plus qu'une simple résidence. Elle devient, je dirais, le lieu de cœur du général de Gaulle, le lieu où il se réfugie quand ça ne va pas, le lieu où il pense. Il a ce superbe bureau qu'il fait construire en 1946, qui s'ouvre sur les 3 côtés d'un mur hexagonal sur un paysage sans limite. Et c'est là qu'il va préparer ses discours, qu'il va rédiger ses mémoires. Donc c'est un endroit, disons, chargé d'âme. Et c'est également là que vont se jouer plusieurs moments cruciaux, à la fois de sa vie politique, je pense à la visite de Konrad Adenauer en 1958, mais surtout de sa vie privée, avec la mort de sa fille Anne dans cette maison de la Boisserie en 1948, et cette première sépulture familiale dans le cimetière du village qui va ouvrir les perspectives de l'éternité pour De Gaulle à cet endroit-là, puisque c'est là qu'il se fera enterrer également. Donc cette Boisserie, elle est la demeure du grand homme, elle est la demeure du penseur, et je dis toujours que lorsqu'on visite une maison, on découvre l'âme de la personne qui l'habite. C'est très révélateur d'entrer dans un lieu. C'est presque pénétrer la façon dont la personne envisage la vie. Et là, on voit que pour De Gaulle, le confort matériel est relatif. Oui, parce qu'il faut dire que lorsqu'ils ont acheté cette maison, elle était, le confort était vraiment très très rudimentaire. Alors il n'y a pas l'eau courante, donc c'est le petit Philippe. À l'achat, au moment de l'achat. Au moment de l'achat, il n'y a pas l'eau courante, donc le petit Philippe va avec un seau à la citerne. Il n'y a pas l'électricité, sauf dans une pièce. Donc c'est assez rustique, très très rustique. Mais bon, c'est un jeune couple. Voilà, ils sont prêts à affronter tout ça. Et la demeure va être très détruite au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, elle est confisquée par le régime de Vichy, puis ensuite, elle va subir un tas de destructions, d'incendies. Et c'est après, en 1946, que des rénovations vont permettre quand même de lui donner un confort minimal. Mais malgré tout, ça reste quand même assez... ça reste simple. Ça reste simple. C'est une demeure simple. C'est une demeure simple. Ouais. Et ce qui compte dans cette maison, ce sont les livres, la bibliothèque qui compte plus de 2000 ouvrages, le parc dont De Gaulle adorait faire le tour et le tour et le tour, et le bureau. Voilà, cette maison, elle repose sur ces trois piliers. Et vous pouvez nous parler un petit peu du mode de vie, parce que finalement, il y avait très peu de personnel, même jusqu'à la fin, finalement, de son existence, il y a eu, même au moment où il était président de la République, il y a eu très peu de personnel, finalement, dans cette maison. Ils ont toujours continué à vivre très simplement. C'est pas un mythe, hein, lorsqu'on dit, De Gaulle a toujours vécu de façon très simple dans cette maison. C'est une réalité. C'est une réalité. Il n'a pas changé de mode de vie à la Boisserie avant ou après 1958. Donc il y a 1 ou 2 domestiques qui sont présentes. D'ailleurs, je souligne qu'elles étaient toutes soit lorraines, soit alsaciennes. Oui. Et c'est quoi la raison alors? Mais j'ai l'impression que pour Yvonne De Gaulle et pour Charles aussi, c'est représentatif, ou c'est le gage d'une fiabilité. Voilà, parce que d'une fiabilité et de patriotisme. Hein. Yvonne le dit à un moment donné dans une lettre, elle dit qu'elle était lorraine, donc c'était une patriote. Alors du coup, ça leur plaît. Voilà, ça leur plaît. Et ils ont gardé ces domestiques très longtemps, ce qui montre aussi qu'ils avaient une relation très, très humaine et très... oui, ils faisaient partie de la famille. Exactement, ouais, ils faisaient partie de la famille. Et il y a une jolie photo. Oui. Oui.
Et il y a quelques questions aussi, apparemment. Non, mais juste vous dire que nous sommes très nombreux, malgré le soleil qui apparaît. Nous sommes presque 300-400 personnes qui suivent en direct ce moment, donc c'est magnifique, avec des très beaux témoignages. Strasbourgeoise étant née en 1945, mes parents décédés avaient subi 2 guerres. Cette dame, donc vous, Frédéric Naud-Dufour, exprime bien les sentiments de ce vécu. Merci. Et j'écoute vos émissions de ma Provence d'adoption où j'habite depuis 36 ans. Un témoignage également d'une amie journaliste qui nous suit, Françoise Scheller. Non, nous ne savons pas tout sur le général de Gaulle. J'apprends un tas de choses sur le grand homme. Je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc, mais pour le général de Gaulle. Donc voilà, les internautes réagissent. C'est bien, ça fait plaisir de savoir que les lecteurs sont là, même depuis la Provence. Et même Tel Aviv. Et même Tel Aviv, très bien. Et d'ailleurs, quand on parle de Provence, c'est vrai que quand on dit de Gaulle aime l'Est, on ne se l'imaginerait pas tellement en Provence. On ne le verrait pas avec une maison, les pieds dans l'eau, dans un transat, avec des oliviers, du vin rosé, de l'huile d'olive. Ça ne cadre pas du tout. Cadre pas. Donc on sent bien que l'Est, il y a quelque chose... lui correspond bien. Ça lui correspond, exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les Provençaux. Attention, je ne veux pas me mettre la Provence à dos. J'aime beaucoup la Provence, c'est magnifique. Et à propos des domestiques, entre guillemets, ce sont essentiellement 2 femmes qui ont vécu donc à la Boisserie. Il y a une très jolie photo aussi dans l'ouvrage, on peut la retrouver. Oui. Vous pouvez raconter l'anecdote? Oui, oui, j'aime beaucoup cette photo que l'éditrice a retrouvée dans les archives. Ça m'a beaucoup amusée parce qu'on voit une des domestiques de la Boisserie qui court dans Colombelles et 2 Églises à la poursuite d'un petit chien qui s'est sauvé. Et donc, je trouve que cette photo est également assez désopilante. Ouais. Et alors, ça nous permet aussi de mentionner pour l'anecdote que De Gaulle avait une grande affection pour les animaux et qui se préoccupait toujours du sort des bêtes qui peuplaient plus ou moins la Boisserie. Notamment, à un moment donné, il y avait un mouton, je ne sais pas trop pourquoi, dont l'écuelle se renversait sans arrêt. Et il veillait à ce qu'on lui remette de l'eau à cette pauvre bête. Et puis, Yvonne avait des poules dans le jardin et De Gaulle refusait toujours de manger un animal qu'il connaissait. Donc Yvonne était obligée de lui mentir pour lui dire que la poule venait d'un tout autre endroit. Alors, la Boisserie, c'est l'anti-Élysée, c'est l'anti-bling-bling. Les journalistes sont tenus à l'écart et seul Paris Match, effectivement, a eu l'occasion de pénétrer une fois, en 1954, lors de la sortie des Mémoires de guerre. Et ça, il tenait à préserver son intimité. Ah, c'est qu'il y tenait, mais férocement. Et Yvonne de Gaulle, pas encore plus, mais tout autant. Elle avait une espèce de hantise et de méfiance pour les journalistes, mais qui frisait la paranoïa. C'est-à-dire qu'elle refusait, par exemple, que ses domestiques prennent le bus pour aller faire des courses à Chaumont, parce qu'elle avait peur qu'un journaliste se déguise en passager et vienne lui poser des questions. On en était là. Donc il y a une grande méfiance. Et donc ce reportage de Paris Match est l'unique percée un petit peu à jour du quotidien des De Gaulle dans leur maison. Mais très très encadré. Franchement, ça respire pas tellement de naturel. On va dire ça comme ça. Alors, l'Est représente aussi une terre spirituelle pour De Gaulle. Alors, Reims, évidemment, avec sa cathédrale et toute la symbolique de Reims, la flèche de la cathédrale de Strasbourg, et j'apprends aussi, au détour de ce que vous racontez, qu'il a effectué plusieurs séjours privés dans des couvents de la région, et en particulier au Mont-Saint-Odile. C'est un endroit où il aimait aller pour se ressourcer. Oui, il a effectué, c'est son fils, Philippe de Gaulle, qui le relate dans ses livres. Il a effectué plusieurs séjours, plusieurs retraites au Mont-Saint-Odile. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos, ni beaucoup de témoignages, donc on n'a que cette explication de leur fils. Mais néanmoins, on peut imaginer que ce couple de gens très croyants est également très pris par une vie qu'on peut imaginer complexe, extrêmement remplie, extrêmement fatigante également pour ce couple qui n'est plus tout jeune quand il revient au pouvoir, avait le besoin de retrouver cette spiritualité, cette simplicité dans la prière. Donc ça aussi, c'est un aspect extrêmement privé sur lequel eux-mêmes on peut livrer de témoignages. Et alors la symbolique de Reims est très forte puisque ce sera l'endroit de la réconciliation franco-allemande avec cette fameuse photo avec Adenauer.
Oui. Adenauer qu'il aura reçu précédemment, avant ce geste symbolique, à la Boisserie. Et ça aussi, ça a été déterminant, je crois, cette rencontre dans l'intimité des De Gaulle pour Adenauer. Oui, et je Il pense, en parle. bien sûr, c'est déterminant. Et le fait que De Gaulle ait accompli les deux gestes les plus symboliques, ceux qui sont restés comme des icônes dans l'histoire, qu'il les ait accomplis dans l'Est de la France, ça a également un sens particulièrement fort, parce qu'on est sur ces terres, encore une fois, de combat, de meurtrissure. Et qu'il choisisse, je rappelle qu'il reçoit Adenauer le 14 septembre 58. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est revenu au pouvoir depuis à peine 3 mois. Il a quand même un certain nombre d'urgences à régler, notamment la guerre d'Algérie, qui n'est pas un petit morceau, la constitution qu'il fait rédiger pendant l'été. Et malgré ça, il trouve nécessaire d'inviter Konrad Adenauer. Dès le mois d'août, il envoie un courrier et il l'invite à titre privé. Et ça, c'est un geste de stratège politique. Parce qu'il sait que Adenauer est très méfiant vis-à-vis de lui. Adenauer a été mal influencé au sujet de ce général revenu au pouvoir de manière plus ou moins démocratique, selon ses conseillers. Et en l'invitant chez lui, il invite l'homme. Et il dit, pour un vieil Allemand et un vieux Français, il n'y a pas mieux que le décor d'une simple maison pour créer cette relation. Et ça va marcher parfaitement. Donc il a eu cette intuition. Et Adenauer, en effet, se laisse rapidement charmer par l'échange qu'il a avec De Gaulle. Et on peut dire, je pense que c'est une forme d'amitié qui naît entre eux, même si après il va y avoir beaucoup aussi de débats et de tensions, même entre eux, De Gaulle et Adenauer. Mais c'est fondateur de quelque chose. Et la consécration, en effet, c'est cette cérémonie à Reims. C'est Reims, ouais. Et ça, c'était pas évident. C'était pas évident. Il y a eu beaucoup de mouvements d'hostilité à l'encontre de... Oui. À la perspective, rien qu'à l'idée de la perspective de cette venue d'Adenauer à Reims. On a dans les archives de la Marne un grand nombre de documents qui montrent que les renseignements généraux sont très très tendus. Ils sont sur les dents. Ils sont sur les dents parce qu'ils redoutent des mouvements de protestation, notamment du Parti communiste. Et alors quand même, ce qui est très drôle, c'est que dans les archives, on découvre qu'il y a des graffitis hostiles à Adenauer, même dans des tout petits villages de la Marne. Donc il y a des gens qui s'agitent et qui sont mécontents que, notamment ce qui va irriter beaucoup certaines personnes, c'est ce défilé militaire commun qui est annonciateur de ce que sera plus tard la force franco-allemande. Mais là, ça passe mal. Et finalement, le jour J, tout va très bien se passer dans le calme, dans la sérénité et avec cette image qui est restée célèbre de ces deux catholiques qu'on retrouve également dans le livre, la photo où on voit les deux hommes dans la cathédrale de Reims. On pourra peut-être la voir tout à l'heure. Alors, l'Est, c'est aussi, et ça va devenir une terre politique pour De Gaulle. Il y a plusieurs choses, donc effectivement, toujours la Boisserie, puisque c'est là qu'il va finalement écrire son programme politique. Il va réfléchir, composer son programme politique. Et puis, c'est là aussi qu'il va esquisser, c'est-à-dire qu'il y a le discours d'Épinal, où il jette les bases de la Ve République. Et il y a la fondation du RPF, le Rassemblement du peuple français, à Strasbourg. Et ça, c'est en 1947. Oui. En effet, c'est à partir de... C'est-à-dire que lui aussi a choisi à chaque fois un ancrage dans l'Est. Pourquoi ? Parce que pour lui, il y avait une forme de commodité aussi, parce qu'il était à la Boisserie et que c'était plus commode de le tester ici, ou ça avait une portée symbolique aussi plus importante. Pour le choix de lancer le RPF à Strasbourg, c'est clairement la volonté de se servir du symbole qu'est devenu Strasbourg. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il ait participé à la défense de cette ville de manière si décisive à l'hiver 44-45, ça fait de lui le symbole du libérateur éternel. Donc à Strasbourg, il a une légitimité toute particulière pour lancer un mouvement dans la continuité de ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre. Et pour le discours d'Épinal, il se trouve à Épinal juste avant le vote par l'Assemblée constituante sur le projet constitutionnel. Mais je pense que le symbole des Vosges, d'ailleurs il le dit au début du discours, est très important, puisqu'il explique que les Vosges, c'est le môle de la patrie. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, le fait qu'il parle de môle, parce que le môle, dans un port, c'est là où on accroche les choses, c'est là où ça tient. C'est là où c'est solide. Et le fait qu'il y ait ces montagnes-là, ces vieilles montagnes qui symbolisent
voilà, des gens qui ne bougent pas de leurs convictions, qui sont convaincus, qui sont résistants, eh bien, qui parlent des institutions à cet endroit-là, ça avait un sens, puisque les institutions, finalement, c'est le môle de la République. Sans elles, il n'y a pas de République. Donc oui, les choix sont jamais anodins. Et ça marche tout de suite lorsqu'ils créent le RPF Alors ça marche tout de suite, puisque les municipales de 47 sont un vrai succès, notamment dans l'Est, où plusieurs grandes villes sont remportées par le RPF. Mais ça va très vite s'étioler, notamment... Pour quelle raison ? La principale raison, c'est le feu de barrage que fait la 4e République contre ce mouvement, qui, je le rappelle, était un mouvement qui se voulait, entre guillemets, apolitique, et qui acceptait des gens venus d'autres partis, donc qui se voulait vraiment un rassemblement. Et donc la 4e République va déployer tout un arsenal d'obstacles contre ce parti, contre ce mouvement, et la défaite va arriver aux alentours des années 51, aux législatives déjà, et le mouvement va être mis en sommeil dès 1955. Oui, alors encore quelques remarques. Notre discussion. L'ancrage du général à l'Est explique-t-il aussi le fait de Gaulle ne remette pas en question en 58 les débuts de la construction européenne et le traité de Rome de 57, dont les hommes du RPF ne voulaient pas? Alors effectivement, de Gaulle, quand il revient au pouvoir, s'inscrit dans la continuité de la construction européenne. Il ne la remet mais absolument pas en cause. En revanche, il va l'infléchir dans la mesure où il va faire de l'axe franco-allemand le moteur de son Europe à lui, ça c'est certain. Alors le fait qu'il ait ce contact avec l'Est, bien sûr, c'est une hypothèse qu'on peut formuler, ça a très bien pu l'influencer dans cette conviction européenne. Et d'ailleurs, très tôt après la Seconde Guerre mondiale, c'est même surprenant quand on pense qu'il a été le libérateur du pays, celui qui a combattu le nazisme, dès 1945, en privé, il parle déjà de la réconciliation avec l'Allemagne, et lors d'un discours à Strasbourg qu'il fait, je crois, fin 1945, il évoque le Rhin, et il évoque le Rhin comme grand fleuve européen. Alors que quelques mois auparavant, alors que la guerre n'était pas finie, il parlait du Rhin comme grand fleuve français. Donc en quelques mois, il a une évolution très rapide pour bien faire comprendre que désormais, ça doit être un lieu d'échange et non plus une frontière. Et donc il est dans cette logique européenne. Donc oui, tout à fait, cette connaissance de l'Est a certainement un rôle. Alors, la mort de Gaulle va sanctuariser la boisserie, donc qui ouvre ses portes aux visiteurs seulement en 1979. Et il y a autre chose aussi qui va le sanctuariser dans l'esprit des Français, c'est le pèlerinage, le 9 novembre finalement, la date de la mort du général, qui devient un peu un incontournable pour toute une partie de la classe politique. Pour toute la classe politique, parce que, en effet, le 9 novembre, les présidents de la République ont pour tradition d'aller déposer une gerbe sur la tombe du général de Gaulle. Alors, je crois que Mitterrand ne s'est pas plié au jeu de mémoire, mais sinon, tous y ont été. Plus étonnant, c'est qu'on a désormais même des leaders de partis qui sont pas de tradition gaulliste, qui font ce déplacement. Je pense notamment à certains leaders d'extrême droite, ce qui est quand même assez fascinant quand on pense que l'extrême droite s'est bâtie sur un ADN anti-gaulliste, que ce soit par le régime de Vichy ou par l'Algérie française. Et aujourd'hui, la figure de Gaulle a atteint une forme d'unanimité nationale qui est quand même assez déconcertante, puisque je lisais la semaine dernière que Jean-Luc Mélenchon expliquait que finalement, la France insoumise, c'était le parti qui était le plus proche des idées gaulliennes, oui, effectivement, gaullistes, oui. Notamment parce que De Gaulle avait défendu la planification. Donc je suis un petit peu estomaquée quand je vois que finalement son rayonnement va de la gauche radicale à l'extrême droite. C'est assez étonnant. Mais pour en revenir à sa tombe, en effet, elle est devenue le lieu d'un pèlerinage nombreux. Dès 1970, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se rendent sur la tombe, des bus entiers, des cars qui viennent de toute la France s'incliner sur la tombe du personnage. Oui, parce que le moment des obsèques aussi est un moment particulier, puisque finalement il y a eu ces obsèques à Colombey-les-Deux-Églises.
et il y a eu des obsèques entre guillemets nationales avec les chefs d'État étrangers, etc. à Paris, en parallèle, en même temps. Et là, De Gaulle illustre tout à fait ce qu'est notre Ve République. On parle souvent de monarchie républicaine avec cette figure du président de la République très souverain, avec des pouvoirs comme peu d'autres présidents en ont en Europe. Et cet enterrement de Gaulle, il reflète cette théorie qui avait été mise en avant par les historiens du Moyen-Âge sur les deux corps du roi. C'est-à-dire que quand le roi meurt, il y a l'enterrement du corps physique du roi, qui ici pour De Gaulle se déroule à Colombey-les-Deux-Églises en toute intimité avec 50 000 personnes. Avec 50 000 personnes, mais en toute intimité, on imagine ce que ça a dû être. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas de corps constitué, il n'y a pas de représentant officiel, il n'avait voulu que l'armée et les compagnons de la libération. Et puis à Paris, on a le corps symbolique du roi, auquel on rend hommage, et cette fois en présence de ses pairs, c'est-à-dire de tous les chefs d'État de la planète. C'est incroyable ce qui se passe à Notre-Dame de Paris ce 12 novembre au matin, c'est fou. Donc on a ce parallèle, mais qui dit bien que De Gaulle est resté finalement devant la mort, devant Dieu, puisqu'il est croyant, un homme très humble. C'est à Colombey qu'il veut reposer, et sa tombe est d'une grande simplicité. Il n'y a rien écrit à part son nom et ses dates. Alors, en écrivant ce livre, est-ce que vous avez encore appris, découvert des choses sur De Gaulle que vous ne connaissiez pas ? On découvre toujours, heureusement, sinon ce serait très triste. D'abord parce que je suis toujours loin de savoir tout ce qui existe. Mais oui, j'ai appris des choses où je me suis confortée dans certaines hypothèses. J'ai par exemple redécouvert le rôle qu'avaient joué ces deux députés meurthe-et-mosellan dans les années 30 pour soutenir les positions sur les blindés de Gaulle à l'Assemblée. Tout ça, j'avais un petit peu oublié. J'ai trouvé que c'était important de rappeler que voilà, ces députés, dont l'un était socialiste d'ailleurs, avaient défendu ces positions parce qu'ils étaient mosellans et qu'ils avaient bien compris que sans la constitution de véritables corps de blindés, on allait encore une fois subir une invasion et une défaite. Voilà un petit exemple de choses qui ne sont pas si anecdotiques que ça, mais qui complètent un portrait. Qu'est-ce qui vous fascine chez ce personnage ? Oui, vous avez remarqué, je suis fascinée par De Gaulle. Ce qui me vous l'avez beaucoup côtoyé quand même. Oui, on va finir. On m'a même demandé si j'étais de sa famille. Vous voyez. Ce qui me fascine, c'est qu'on n'en a jamais fait le tour. Parce qu'il a une telle... Alors je parle de faire le tour de sa pensée. Ce qui m'intéresse, c'est son rayonnement intellectuel et le fait qu'il a pensé tous les aspects de la France, qu'il a mûri toute l'histoire. Il a une immense culture historique, géographique, littéraire, qui fait qu'il est dans la capacité de nourrir une vision. Et à partir de cette vision, parce que c'est déjà une chose d'avoir une vision, tout le monde n'en est pas capable, mais à partir de cette vision, il l'a mise en œuvre et il allait jusqu'au bout, ce qui n'était pas si simple que ça. Donc c'est cette espèce de combinaison entre la pensée et l'action, une pensée qui est vraiment dense et riche, dont je pense que je ne ferai jamais le tour même de toute ma vie, et une action qui est quand même critiquable, parce que voilà, il est loin d'être parfait, il y a des choses que je critique dans son action, mais qui malgré tout est cohérente avec sa vision. Et c'est ce que je pense que c'est ce que les Français aujourd'hui désespèrent de retrouver d'une certaine façon. Oui, ce que vous disiez aussi, c'est qu'il continue à fasciner les années passant et quel que soit finalement le parti politique, puisque vous citiez Mélenchon, ce qui est plutôt surprenant, il reste une référence pour la classe politique quasiment dans son ensemble. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il fait toujours... alors, est-ce que c'est une forme aussi, peut-être de récupération aussi, d'une certaine classe politique, de récupérer ce personnage qui a su affronter une situation exceptionnelle ? Il fascine la classe politique parce qu'il incarne des valeurs extrêmement positives dont je pense que chaque homme politique aimerait pouvoir se revêtir, et notamment celle de l'honneur, celle de la grandeur, celle d'une certaine capacité à rassembler.
qui est un peu mythologique, parce qu'au moment où De Gaulle est au pouvoir, il est clivant. Il faut se rappeler quand même de mai 68, il faut se rappeler des oppositions sociales qu'il a eues. D'ailleurs, il y a un grand chapitre du livre qui est consacré à la grève des mineurs en 1963, ces mineurs mosellans qui sont affolés de voir disparaître, disparaître les mines. Et donc, pour les hommes politiques, il incarne une sorte de rêve, et puis comme il est devenu une figure unanime, sans réclamer finalement n'est pas très dangereux, ça ne peut que rapporter des points, ne pas en faire perdre. Et pour les Français, je pense que cette fascination pour De Gaulle, elle résulte d'une certaine nostalgie d'une époque révolue, celle des 30 Glorieuses, du plein emploi, d'une France qui était grande, qui avait une voix dans le monde. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est le cas, pas forcément de la faute des hommes politiques, mais parce que les équilibres géopolitiques ont changé. Et sans doute, il serait difficile aujourd'hui, même si on avait un De Gaulle qui apparaissait, qu'il puisse se révéler à la faveur de circonstances politiques particulières. Imaginez quand même, cher Frédéric, un amphi de 400 personnes, c'est à peu près les gens qui nous regardent. Parmi eux, Francis Hirn. Bravo Frédéric, superbe prestation, je le suis encore un peu plus, c'est une vision qui nous manque. Valérie Drexler, Laurent Gradevol et Robert Grossman qui nous suit, qui a fait des likes et des petits cœurs. Robert Grossman qu'on ne remerciera jamais assez de ses livres sur Malraux, sur De Gaulle, et puis d'avoir donné le nom de la médiathèque Malraux. Enfin voilà, c'est magnifique. Donc voilà, beaucoup de monde. Je comprends très bien cet engouement. Mon père en était fan, d'une dame de Tel Aviv qui dit ça, homme cohérent et authentique, un gentilhomme. On parle aussi de la personne derrière De Gaulle qui est Yvonne De Gaulle, puisque vous êtes aussi presque encore plus une spécialiste d'Yvonne De Gaulle, je crois, dans le monde. Voilà, il y a des questions sur que pensez-vous du biopic récemment avec Lambert Wilson sur De Gaulle. Voilà. Je l'ai adoré, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, moi aussi. J'ai trouvé que c'était extrêmement réussi. D'abord, historiquement, j'ai rien trouvé à redire. J'ai été très très heureuse en tant que biographe d'Yvonne parce que la place qu'on lui a accordée dans ce film est enfin juste, c'est-à-dire qu'elle a un beau rôle, elle a un rôle important aux côtés de son mari pour le conseiller, le soutenir. Et puis j'ai trouvé extrêmement à la fois osé et juste la première scène du film, qui est quand même une première dans l'histoire du cinéma, puisqu'on voit De Gaulle et Yvonne au lit, ce qui est quand même assez surprenant. Alors on voit que leurs mains qui se touchent le drap les recouvre, mais j'ai trouvé que c'était tout à fait révélateur du parti pris de Gabriel Lemonin, c'est ça le nom du réalisateur, parce qu'il a voulu mêler à la fois et trouver un équilibre entre ce qui concerne la vie privée et la grande histoire. Alors certains ont dit oui, j'ai vu des critiques de films qui disaient oui, vraiment on verse trop dans la vie privée, mais je suis désolée, quand on est le 18 juin 40, qu'on est père de famille, qu'on a 3 enfants, et qu'on se dit, allez, moi je vais aller à Londres lancer un appel, risquer ma vie, être condamné, ça pèse quand même d'avoir une famille. Et beaucoup de gens qui auraient pu entrer dans la résistance ne l'ont pas fait au nom des enfants qu'ils avaient. Donc je trouve que c'est important de montrer que tout personnage de l'histoire, il est pris dans les aléas d'une vie personnelle, il est pris dans son histoire familiale, et qu'il faut faire avec. Et je trouve que c'est un très bel exemple qu'il a donné à travers ce film. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, que reste-t-il de Gaulle dans l'Est de la France? Alors évidemment, il y a la boisserie, il y a le mémorial. En dehors de ça, qu'est-ce qui reste de Gaulle aujourd'hui, en 2020? Il reste, si on part sur des choses très concrètes, il reste énormément de noms de rues. Mais ça n'est pas spécifique à notre région, bien entendu. Oui, très rapidement, après son décès. Oui, beaucoup de villes ont débaptisé et rebaptisé, effectivement. Oui. Il reste un certain nombre de lieux de mémoire en dehors de Colombelles et 2 églises. On a parlé de Wangenbourg, qui a fait un très beau parcours avec des panneaux dans le village pour raconter ce qui s'était passé pendant la drôle de guerre. On a les champs de bataille de Verdun, qui ne sont pas spécifiques à De Gaulle, mais qui concernent son histoire. On a le château de Cette-Fontaine, dans les Ardennes, où je sais qu'on peut visiter. Alors, il ne se visite pas, mais je sais que le sénateur Warsmann a un projet avec d'autres entrepreneurs pour le mettre en valeur. Donc, j'espère qu'un jour, il pourra être visité. On peut se rendre au Mont-Saint-Odile ou dans un autre couvent qui est Notre-Dame de Sion,
où De Gaulle avait aussi l'habitude de se rendre. Et tous ces lieux qui sont des lieux très spirituels, très inspirés, reflètent la pensée du général de Gaulle. Et il y a un dernier lieu de mémoire qu'il faudrait citer, ce sont les livres qu'il a lus. Il était un grand lecteur de Barrès, et Barrès parle de l'Est de la France tel qu'on le voyait à l'époque du général de Gaulle. Et c'est intéressant de relire cela dans cette perspective. Et en termes de pensée, à ce moment-là, du général de Gaulle, que reste-t-il aujourd'hui pour vous ? En France, il reste quand même un héritage important qui n'a pas encore été totalement démantelé, donc j'espère qu'il va tenir encore un petit peu, notamment notre Constitution, même si elle a quand même subi quelques affronts éhontés avec un quinquennat que De Gaulle n'aurait certainement pas approuvé. Mais bon. Il reste quand même un dispositif social jusqu'à quand, je ne sais pas, mais l'héritage du Conseil national de la résistance, cette sécurité sociale, cet État-providence est encore présent aujourd'hui. Et puis pour le reste, pour l'indépendance militaire, pour l'indépendance industrielle, on voit que les temps ont beaucoup changé et que sans doute il reste à inventer des nouvelles manières d'assurer notre souveraineté dans ces domaines-là. Parfait. Il y a encore des questions, François ? Pas pour du l'instant, public. mais on peut continuer encore un peu, ou sinon on peut s'arrêter doucement. Nous, on arrive, il n'y a pas plus de questions. Alors, il y a un travail aussi sur la photographie. Donc, il y a beaucoup d'archives, mais il y a aussi 2 photographes qui sont cités. Je vais citer leurs noms. Donc, Stéphane Louis. Voilà. Stéphane Louis a fait les photos en couleur qui illustrent l'ensemble de l'ouvrage. Il s'est rendu dans ces lieux de mémoire gauliens pour les représenter aujourd'hui avec beaucoup de délicatesse. Alors là, je crois qu'on voit la photo de la ligne bleue des Vosges que je trouve absolument magnifique. On voit ces horizons lointains, un peu nébuleux, dans des tons bleutés. Et l'autre photographe, Jean-Louis S. Ouais. a fait un cahier photo à la fin de l'ouvrage, en noir et blanc, qui sont des photos un peu plus contemporaines, un peu plus ancrées dans la réalité, un peu plus décalées aussi, qui permettent de montrer comment ces lieux sont réappropriés aujourd'hui par les gens, ou pas d'ailleurs. On a notamment cette photo d'un blindé qui commémore une des batailles de la zone du Rhin à Strasbourg, et qui est pointé au port du Rhin, et qui est pointé vers l'entrée d'un collège qui est situé juste en face. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc ce travail de photo permet de donner de la chair aussi à ce territoire qui est très beau. Et qui aujourd'hui, finalement, épouse cette région Grand Est qui a été tellement décriée lors de sa création. C'est amusant aussi. C'était ça une des découvertes du livre, c'est que finalement l'Est de Gaulle correspond peu ou prou. Il va jusqu'à la Marne où il a combattu, où il a fait la réconciliation franco-allemande, jusqu'à la Meurthe-et-Moselle, aux Ardennes, à l'Alsace bien sûr, enfin au Rhin-Bas-Rhin. Alors une question. Une question sur la relation Malraux et l'Est, le père Bockel. Charles de Gaulle, est-ce que Malraux parlait à de Gaulle de l'Est, le rapport entre Malraux, de Gaulle et l'Est? Alors la relation entre Malraux et l'Est, elle est très forte. Peut-être qu'elle mériterait aussi un livre, si quelqu'un veut se porter volontaire, parce que c'est par le biais de la résistance, fin 43, début 44, que Malraux va être porté à la tête de la brigade Alsace-Lorraine, et que notamment le père Bockel va faire en sorte qu'il soit accepté à la tête de cette brigade, ce qui n'était pas évident parce qu'il avait une aura un peu sulfureuse, Malraux, ce combattant de la guerre d'Espagne, on le pensait communiste, etc. Et finalement, il va imposer son image grandiose à cette brigade, et il va revenir avec elle jusque dans les Vosges, jusqu'en Alsace pour combattre. Et donc, ça lui fait connaître aussi ces gens de l'Est qu'il appréciait beaucoup. Donc, en effet, il a aussi ce rapport de terre de combat avec l'Est de la France. Alors, peut-être juste un mot sur quelque chose que je n'ai pas évoqué avec vous, c'était l'invention de la Croix de Lorraine. Oui. Comment ça s'est passé, ça ? Eh bien, De Gaulle, en 1940, lorsqu'il a réussi à constituer l'embryon de la France libre, considère qu'il lui faut un emblème pour rivaliser ou pour faire front à la croix gammée de Hitler. Et il va chercher quelques idées
Et c'est l'amiral Muselier qui lui souffle à l'oreille l'idée de reprendre la croix de Lorraine, qui est un très vieil emblème français datant de la période des croisades. Et étant angevine d'origine, je tiens à souligner qu'elle est à l'origine la croix d'Anjou, ramenée donc par les croisés en Anjou, qu'elle appartient à la famille d'Anjou, et qu'à la suite d'un mariage avec la famille de Lorraine, elle va s'appeler la croix de Lorraine. Et cette croix, De Gaulle la connaissait bien, puisqu'elle figurait déjà sur les chars du 507e régiment de chars qu'il commandait près de Metz, à Montigny-les-Metz, en 1937. Donc il y a aussi là aussi une continuité, et l'avenir de la croix de Lorraine sera important, puisqu'elle va devenir l'emblème du RPF, elle sera sur les emblèmes de De Gaulle à l'Élysée, et jusqu'à aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron l'a récupérée pour la mettre dans le logo présidentiel. Là aussi, on voit que De Gaulle est largement mis en avant par le personnel politique. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là et on remercie donc Frédéric Naud-Dufour pour nous avoir parlé de De Gaulle qui aime l'Est. Voilà, très très bel ouvrage, très, très agréable et très facile à lire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.